La Côte d'Ivoire sanctionnée, la Côte d'Ivoire asphyxiée économiquement, le peuple ivoirien face à son destin, résistance ivoirienne, pourquoi? Quels enjeux? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons pour traiter de cette question le professeur Niamey Messou, ministre du Travail. Bienvenue à vous, professeur Niamey Messou. Merci. La question, c'est la résistance ivoirienne, pourquoi? Quels enjeux? Mais avant, nous allons nous donner un exercice de définition. Qu'est-ce que l'État, professeur? On va commencer par définir la nation comme étant une unité politique, non une unité historique, culturelle, voire linguistique de la population. C'est-à-dire que tous ceux qui appartiennent donc et qui pensent être dans une nation ont conscience d'avoir une histoire commune. Vous voyez, une histoire commune. C'est important, j'insiste, ont une histoire commune, ont donc une culture commune, des traditions communes. Et l'État peut être défini ainsi comme la personne morale qui représente la nation. Vous voyez, c'est plus simple, c'est plus clair ainsi. Après avoir défini l'État, la nation, il y a des notions qui vont avec, notamment oui, bon, évidemment, le patriotisme. Le patriotisme est donc un sentiment partagé d'appartenance à un même pays. Il y a aussi le nationalisme. Oui, c'est-à-dire que le patriotisme, c'est ça. Maintenant, il y a la forme exacerbée du patriotisme, qui est le chauvinisme, qui est donc une forme exacerbée, voire agressive du patriotisme, qu'il ne faut pas confondre avec le patriotisme, le chauvinisme. Maintenant, le nationalisme, c'est véritablement une doctrine et une action politique qui vise à l'indépendance d'un État lorsque celui-ci est sous domination. C'est notre cas. Cette notion-là n'était pas prévue, mais je préfère vous la présenter. La notion de souveraineté, je crois que ça va avec. Oui, souveraineté, ça va avec la notion de responsabilité, la notion de pouvoir agir pour soi en fonction de ses intérêts propres. C'est ça. Et nous aurons, durant toute cette émission, à voir justement cette allée-venue entre la question de la souveraineté et les raisons profondes pour lesquelles la Côte d'Ivoire est en crise aujourd'hui. À quel moment intervient alors la résistance? La résistance intervient au moment où, justement, face à une oppression donnée, face à un pouvoir politique, face à une nation qui veut asservir une autre, les composantes de la nation dominée disent non à un moment donné et résistent à toutes ces formes de domination. On parle alors de la résistance. Et donc la résistance, généralement, on l'évoque dans les États dominés, dans les États où un autre a pris la responsabilité, le contrôle de l'État. Dans cette crise ivoirienne depuis 2002 jusqu'à maintenant, on parle de résistance à l'ivoirienne. Qu'est-ce qui montre, quels sont les germes de cette résistance-là, les preuves de cette résistance-là? Disons que si nous voulons parler de la résistance et si nous voulons bien comprendre, je pense qu'il est intéressant que pendant un moment, on se donne les moyens de bien comprendre la crise. En ce moment-là, on va évoquer les questions relatives à la résistance comme des conséquences. Parce que si nous l'abordons directement sans avoir pris le temps de bien comprendre cette crise qui peut apparaître comme une lutte armée, qui peut apparaître comme une crise post-électorale simple, etc., nous n'aurons pas le temps de bien comprendre de quoi il s'agit et on n'aura pas le temps de bien comprendre les raisons pour lesquelles on parle de la résistance ivoirienne. Je pense donc qu'il est bon que nous essayons de fixer les choses pour les téléspectateurs. Allons-y, on va y aller. Vous savez, la Côte d'Ivoire, cette crise n'est qu'une parmi tant d'autres. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Ah oui, mais alors, est-ce que la Côte d'Ivoire fonctionne bien? Pourquoi les Ivoiriens sont devenus xénophobes? Pourquoi les Ivoiriens font ceci? Pourquoi les Ivoiriens font cela? Mais alors, quels sont les acteurs en jeu? M. Ouattara, M. Gbagbo? Non, en fait, il faut bien comprendre les choses de la façon suivante. La Côte d'Ivoire faisait partie d'un ensemble qu'on appelle l'AOF, l'Afrique occidentale française.
Et lorsque la France, qui a colonisé ces États et qui a créé ces grands ensembles, l'AOF, l'AEF, etc., était en difficulté du fait de la guerre, des Africains sont allés, comme d'autres personnes, au secours de la France. Et donc, on a eu droit à des voyages, de déportation de personnes qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Sénégalais simplement parce qu'ils sont partis de Dakar. Certains sont venus de Côte d'Ivoire, d'autres du Togo, etc. Mais sénégalais simplement parce qu'ils sont partis de Dakar. Et donc, quand il y a eu tout cela et que la guerre a pu se faire, Hitler a occupé la France pendant un certain temps, la France a été obligée de résister au plan civil et au plan militaire, avec donc un gouvernement qui était totalement pris d'assaut et qui avait signé l'amnistie, le gouvernement de Pétain, et de l'autre côté, une France qu'on appelait la France libre, conduite par le général de Gaulle. De Gaulle ayant conduit la France libre, et qui a commencé par le fameux appel du 18 juin depuis les studios de la BBC à Londres, ma foi, il y a eu un développement extraordinaire qui s'est fait autour de De Gaulle sur tout le développement futur de l'État français. Donc, lorsque De Gaulle a bien examiné tout cela et qu'on tendait vers la fin de la guerre, De Gaulle a bien compris que l'État français était affaibli. Et avec donc la résurgence de tout ce qu'on a appelé les mouvements autonomistes, c'est-à-dire tous ces mouvements, toutes ces voix se levaient pour dire nous voulons nous aussi notre autonomie, notre indépendance, De Gaulle a bien compris que s'il ne faisait pas quelque chose, la France serait totalement affaiblie au sortir de la guerre. Et donc dès 1944, il s'est dit qu'il allait réajuster les choses. Il a convoqué ainsi la conférence de Brazzaville de 1944. Donc la conférence de Brazzaville de 1944, loin d'être une volonté de De Gaulle d'aller au secours des peuples noirs, c'était plutôt un réajustement de politique coloniale pour que la France retrouve toute sa verve et que la France maintienne son contrôle sur les nations en leur donnant l'impression que la France leur donne plus d'autonomie. C'est ça le réajustement de politique coloniale. Il apparaît clairement que De Gaulle peut avoir deux qualificatifs. Du côté français, on peut qualifier De Gaulle de décolonisateur, alors même qu'en réalité, il a surtout sauvé la France en réalisant ce qu'on appelle un réajustement de politique coloniale. Donc, c'était un des points importants au départ. L'ayant fait, et ayant fait voter la Constitution de 1946, l'Union française, l'Empire français devient l'Union française. Je dis bien, l'Empire français devient l'Union française. Juste la forme juridique qui change. Oui, avec donc les proclamations d'égalité de tous ceux qui sont membres de l'Union, etc., etc. Et fait important, De Gaulle prend soin de faire en sorte qu'on mette en place des collèges pour élire des députés pour que de nos colonies partent des députés. Des hommes qui vont siéger à l'Assemblée française. C'est dans ces conditions que Félix Houphouët a été élu pour le compte de la Côte d'Ivoire et siéger à l'Assemblée française. Donc ça, c'est un réajustement de politique. Je le rappelle parce que vous allez voir la similitude de tous ces événements avec ce qui se passe maintenant. En ce moment-là, les députés s'en vont. Et pour nous, Félix Houphouët est un porte-étendard. N'oublions pas que Félix Houphouët s'est fait connaître auparavant au syndicat agricole africain pour toute la lutte qu'il a menée pour que les grands planteurs africains aient un certain nombre d'avantages un peu proches de ceux accordés aux grands européens. Et Félix Houphouët est présenté donc comme celui qui va et qui est le porte-flambeau de toutes ces masses opprimées-là. À l'intérieur, il faut dire qu'il avait pris le temps de bien connaître son pays, contrairement à ses adversaires qui le sous-estimaient parce que Diambaï, par exemple, était en France, il était avocat français. Pour lui, venir et essayer de ravir un poste à un simple infirmier, Félix Houphouët, un médecin africain, pour lui, ce n'était pas grand-chose. C'est dans ce sens qu'il avait envoyé un message
à tous ses amis de Gagnoa et pour leur dire que lui, il vient pour solliciter un poste de député. Et puis il est surpris que les ressortissants des 6 cercles de l'Ouest, à l'époque, se réunissent pour lui dire non, nous avons notre candidat ici, il s'appelle Félix Houphouët. Et c'est donc en reconnaissance de cet acte que Félix Houphouët choisit comme colistier Étienne Dioma, qui était ressortissant de Sassandra, pour aller comme sénateur de la communauté avec lui à l'Assemblée française. Vous comprenez? Il arrive à l'Assemblée, premier réflexe, il faut qu'il crée un mouvement pour faire en sorte que nous arrivions à l'autonomie. Félix Houphouët donc crée le RDA. Il fait les démarches pour la création du RDA. Mais évidemment, la France est la France. Et malgré le soutien qu'il a en France, puisqu'il est soutenu tactiquement par un groupe puissant, qui est le groupe parlementaire communiste dirigé par Raymond Barbé, à l'époque, Félix Houphouët fait les démarches, mais Marius Mounté, qui était ministre de la France d'Outre-mer, démarche également individuellement tous les élus africains pour leur dire de ne pas aller au Congrès. Un peu comme ce qui se passe. Exactement. Et c'est dans ces conditions que Marius Mounté donne un chèque à Lamine Gueye, qui était très respecté à l'époque, celui qu'on appelait le doyen. Malgré tout, le Congrès se tient à Bamako et le RDA est créé. Félix Houphouët en est le responsable, le secrétaire général élu, désigné, c'est Gabriel Darboussier, secrétaire général du RDA. Et Félix Houphouët engage la lutte. À l'intérieur de son pays, la Côte d'Ivoire, dans les autres pays de l'AOF, il crée en Guinée, un peu partout. Et donc la lutte s'engage. Dès 46, 47, 48. Et partout, l'administration coloniale tend des pièges. Mais comme le RDA est soutenu par les peuples, il n'y a pas de problème, le RDA avance. Et des événements tristes se produisent. Des événements de Dimokro, de Bouaflé, d'Abengourou, etc., où il y a plein de morts. Mais la marche vers l'indépendance se fait. Malheureusement pour nous, en 1951, Félix Houphouët, la France désigne un jeune ministre, la France d'Outre-mer, François Mitterrand, qui arrive donc à faire en sorte que le RDA se désapparente avec le Parti communiste. C'est donc la grande cassure et la fin de nos illusions. De cette résistance. De cette résistance, de cette période de la résistance. Et donc, on arrive à un autre réajustement des politiques coloniales. Félix Houphouët rentre dans les rangs, se met au service de la France, mais les revendications autonomistes ne baissent pas. Je dis bien ne baissent pas d'intensité. Félix Houphouët-Boigny a fait face à une certaine résistance, même au sein, certaines oppositions au sein de son camp, le RDA. Ah oui, non, mais bien entendu, vous savez que les Européens, la France en particulier, ne change pas d'attitude. Je disais l'autre jour, à l'occasion de la commémoration des événements du 18 février 1992, que si à la MACA, à la gendarmerie Agban, on faisait l'appel et que sur les listes se trouvaient des gens qui montraient très clairement que les listes étaient préétablies, le 6 février 1949, lors des événements douloureux de Treichville, ça a été la même chose. Moké Jean-Baptiste était en mission à Bondoukou et le soir même de son arrivée, il a été arrêté. C'est comme cela. Donc, ça n'a pas changé fondamentalement. Les choses ont continué. Et comme les revendications autonomistes n'ont pas baissé, en 1956, la France a estimé qu'il fallait faire encore un autre réajustement des politiques coloniales. C'est la loi cadre. La loi cadre pour donner un peu plus d'autonomie au territoire de l'AOF. La loi cadre. Et malgré tout, rien n'a changé. Les revendications autonomistes sont restées et les gens ont estimé qu'il fallait aller à plus d'indépendance. Et puis finalement, De Gaulle revenu, s'est dit, mais on va encore donner l'impression aux Africains qu'on leur donne des choses en reprenant de l'autre côté. C'est ainsi qu'il a lancé la communauté franco-africaine. Bon, 1958. La communauté franco-africaine a fait son chemin. Et tout à l'heure, vous avez d'une similitude entre la résistance actuelle, quand nous observons à celle-là. Je voudrais que vous insistez un peu sur... J'arrive. Okay. Donc, on arrive à la communauté franco-africaine qui est encore un autre réajustement des politiques coloniales.
Et comme la communauté ne suffit pas, malgré le fait que seule la Guinée a estimé qu'il fallait l'indépendance totale et immédiate, comme ça ne suffisait pas parce que le peuple aspirait à davantage d'indépendance, il a fallu imaginer en 1960 les transferts de compétences en lieu et place des indépendances véritables. C'est donc le vent de ce qu'on appelait les indépendances qui étaient factices. Indépendance cha-cha-cha. Indépendance cha-cha-cha, comme vous dites, mais avec en toile de fond les accords de défense qui étaient en réalité des accords économiques, plutôt qu'autre chose. Il fallait se donner les moyens de faire en sorte que l'essentiel du pouvoir des nations qui venaient de prendre, des pays qui venaient de prendre leur indépendance reste aux mains de la métropole. L'économie, la monnaie, la défense, l'enseignement supérieur, tout ça restait aux mains de la métropole. Dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut parler d'indépendance? Et puis, à partir de 1960, c'est autre chose. C'est les États indépendants théoriquement. Mais même indépendants théoriquement, dès qu'un président pose des actes de nature à affirmer son indépendance, la France réalise ce qu'on appelle un coup d'État. Ça a été donc les fameux coups d'État faucardiens, à partir de 1960. Voyez-vous, jusqu'aux années 90, quand il y a eu la chute du mur de Berlin et que la donne, avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, etc., et que la donne politique a changé fondamentalement, il fallait donner un coup de fouet et que donc les régimes à parti unique ne se justifiaient plus. Les Africains sont rentrés dans ce qu'on a appelé le vent de l'Est, avec les revendications liées au multipartisme un peu partout, dans tous les États qui étaient donc sujets au parti-État. Et la France s'est dit, mais attention, si nous n'accompagnons pas ce mouvement, nous allons être complètement dépassés. Alors François Mitterrand lance un discours à la Baule, qui était encore un autre réajustement de politique coloniale à la Baule, et donne l'impression, qui donne l'impulsion pour aider à l'installation des jeunes démocraties. Ça n'a pas suffi quand on a installé les jeunes démocraties et que la France se dit qu'il y a des élections démocratiques dans un pays et que celui qui est élu, on ne le contrôle pas tout à fait. Arrive un autre type de réajustement de politique coloniale, ce sont les rébellions. Donc, nous sommes en plein, en 2002, en Côte d'Ivoire, face à un autre réajustement de politique coloniale, ce sont les rébellions. C'est pourquoi, responsable du SINARES, 6 jours seulement après le début de la crise, nous avons pu déclarer: mesdames, messieurs ivoiriennes, ivoiriens, malgré les apparences, la France vient d'attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que nous savions que c'était un réajustement de politique coloniale. Donc, nous y sommes. Donc nous y sommes. Et 2002, il y a la rébellion, et un réajustement de la politique coloniale de la France. Le peuple ivoirien est alors contraint de résister. Maintenant qu'on a compris le cheminement, quel est le problème essentiel qui fait que nous sommes en crise? C'est le traitement de la question nationale. Pourquoi? Je dis bien pourquoi.